Monsieur le Wali, merci de ces paroles gentilles que vous nous avez données et c'est un encouragement pour nous. Vu mon âge, je peux vous dire, Monsieur le Wali, que j'ai connu tous les ministres depuis l'indépendance. Le dernier que j'ai connu, lorsque j'étais au lycée, c'était le premier, avec Bembella. J'ai eu la chance de dîner avec lui il y a quelques années. Donc je peux me vanter d'avoir connu tous les ministres. Il y a des hauts et des bas, comme l'être humain. Et aussi, au niveau des ministres, il y a aussi le problème de la ressource humaine qui se pose. Je vais intituler une conférence qui intéresse tout le monde en dehors du corps médical. Et cette conférence s'appelle « La littératie en général à la littératie médicale en particulier ». C'est un sujet que j'ai rencontré par hasard, parce que bon, je suis dans le domaine pédiatrique, mais un jour, j'ai vu que les Américains utilisaient cette définition dans leur bibliothèque. Et je me suis intéressé, c'était en 1987, donc c'est un mustalah jadid. La littératie, c'est quoi? C'est l'aptitude, pour Madame Guimir, la définition. C'est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail, dans les collectivités, en vue d'atteindre les buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Donc, c'est-à-dire, à partir de l'écrit, on essaie de se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est une définition de l'OCDE, c'est-à-dire de l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc, c'est un sujet qui est important. Nous allons le voir. Ce concept a été créé la première fois aux États-Unis sous le terme de littératie. Littératie, si vous traduisez à peu près, c'est alphabétisme. C'est le contraire de l'illitératie, c'est-à-dire l'analphabétisme. Alors l'école française n'a pas pu trouver le mot, et ce sont l'école canadienne qui a directement transcrit le mot en français de littératie, c'est-à-dire soit écrit avec CI, soit écrit avec CY. Et en arabe, il n'y a pas un mot précis jusqu'à l'heure actuelle, mais c'est ma'rifatul qira'a ou al-kitaba. Ma'rifatul qira'a ou al-kitaba. Ce n'est pas le qira'a ou al-kitaba, ma'rifatul qira'a ou al-kitaba. Alors, l'analphabétisme, c'est quoi? L'analphabétisme, c'est l'état d'une personne qui ne sait ni lire ni écrire, et par extension, il y a une absence de tout savoir, de toute instruction. Ce n'est pas la même chose que l'illettrisme. L'illettrisme, ce sont des individus qui ont été scolarisés. Vous avez la compréhension d'un texte court, schématisé, ce que vous donnez à un prospectus. Ensuite, vous avez savoir compter, faire les mathématiques. Et à la fin, c'est être capable de régler un problème avec les connaissances que vous avez. C'est ça le niveau 4 de la littératie. Qu'est-ce que c'est qu'un texte suivi? Vous avez ici en face de vous l'exemple de Ras el-Oued, qui s'appelait à l'époque Tamelloula, Tocqueville durant la colonisation, Tocqueville qui a écrit de la démocratie aux États-Unis et qui était un grand partisan de la colonisation. Et c'est la première daïra et la seconde ville de Borj-Bouarerij. Elle est située à 38 km au sud-ouest de Borj-Bouarerij et à 270 km d'Alger. J'étais obligé de voir ça pour que je puisse prendre ma voiture pour venir jusqu'ici. Voilà, je me suis retrouvé, donc j'ai un niveau de littératie niveau 1. Alors, pour la numératie, c'est la même chose, c'est-à-dire être capable de pouvoir se débrouiller. Et je vous ai donné ici l'exemple d'un monsieur, d'un père de 6 enfants qui a 1400 dinars. Est-ce qu'il doit acheter 1 kilo de viande ou il doit acheter la pomme de terre, les oignons, le lait, le pain, et puis une plaquette d'œufs et du yaourt pour ses enfants pour qu'ils puissent manger ensemble. Et vous allez voir qu'il doit prendre la décision pour pouvoir régler ça, c'est la numératie. Alors la résolution de problèmes, et j'ai pris aussi un exemple courant chez nous, cette année, l'Algérie a décidé que pour s'inscrire au pèlerinage, il faut rentrer par Internet. Et supposez que ce monsieur qui a 50 ans, qui doit aller à la Mecque, il doit s'inscrire sur un site du ministère de l'Intérieur, comment doit-il faire? Et ça a le niveau 4 de la littératie. Alors, la situation se complique encore parce qu'avec l'apparition de différentes plateformes, maintenant on ne parle plus de littératie, on parle de translittératie. Et c'est un néologisme
Mustalah Jadid, qui a été créé par Sue Thomas, qui est une dame. C'est l'habileté à lire et à écrire et interagir par le biais de variétés de plateformes, c'est-à-dire le journal, le papier, le livre, l'iPhone, la radio, la télévision, l'Internet, tout ça, c'est la translittératie. Et la translittératie, maintenant, on s'était dit que véritablement, dans cette translittératie, vous le voyez tous quotidiennement, surtout les gens de mon âge, on est perdu. Et c'est tellement vaste, c'est tellement important qu'on parle de cloud literacy, c'est-à-dire c'est le nuage. Et les Québécois en parlaient de la nuagique. Et regardez ici toutes les plateformes que vous devez utiliser si vous êtes un homme du XXIe siècle. Et vous avez ici l'encadrement du portable, et regardez ce que peut faire un portable actuellement. J'ai essayé de voir. Il peut faire donc le réveil, il peut faire le jeu, il peut faire la poche parce que vous pouvez l'appareil photo, la télévision, l'internet, il peut faire le fax, il peut vous accorder Internet, vous pouvez regarder la télévision dessus. Donc ça veut dire qu'il y a un développement qui est important auquel on doit s'adapter si vous voulez être à ce niveau-là. Donc vous avez intérêt, surtout les jeunes, à vous mettre à ça pour pouvoir progresser comme dans la progression du monde. Alors les gens ont travaillé, ils se disent, bon, ça c'est une littératie. Maintenant, quel est le niveau que nous avons, nous, pour la littératie? Ils ont fait des enquêtes. Et la première enquête qui a été faite, elle a été faite en 1994. C'est quelques pays qui se sont réunis autour du Canada. Ensuite, il y a d'autres pays qui se sont associés en 98 et en 96 et d'autres pays en 98. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'en matière de littératie, il y avait des écarts importants entre les pays et au sein des pays, des écarts entre la population. Et que le niveau de littératie, ce n'est pas le niveau de scolarité, c'est totalement différent. Et puis les faibles compétences de littératie ne s'observent pas uniquement au niveau des marginaux, ils s'occupent au niveau de la grande majorité de la population. Et que la littératie, ça va avec le niveau socio-économique d'une population. Donc, la littératie n'est pas un niveau de scolarité. Et à l'instar des muscles, c'est-à-dire que vous devez la travailler. Et l'exemple de ma grand-mère que je vous ai dit, elle n'a pas à travailler, elle n'a pas à répéter. Donc, elle a oublié. C'est comme le travail d'un muscle, c'est l'utilisation régulière qui entretient et qui renforce le niveau de littératie. Et alors, il y a les adultes comme nous, surtout les gens de mon âge, ils croient que ça ne les dérange pas. Ils sont tranquilles. C'est ce qu'appelle Marcel Aimé le confort intellectuel, le bessalé. Il ne connaît rien, mais le bessalé, ça ne le dérange pas. Et j'ai trouvé le poème de Mutanabbi qui dit « De l'aqli yashqa fi naimi bi'aqlihi wa akhul jahalati fi shaqawati yan'amu ». Alors, les gens ont travaillé dessus et l'UNESCO a fait des projets. L'UNESCO vous dit que vous n'êtes pas la littératie de survie. C'est le baqa. La littératie de survie du XXIe siècle, c'est la littératie de base, c'est-à-dire la lecture, l'écriture et la numératie, la littératie numérique, la littératie médiatique, le e-learning. Et vous savez maintenant que des universités comme la Oxford fait un enseignement à distance où il y a 100 000 étudiants de tous les pays du monde. Vous êtes payés, il n'y a que 2 ou 3% qui peuvent avoir le diplôme. Vous avez la littératie culturelle et vous avez la littératie informationnelle. Et vous avez ici un peu les traductions qu'on a essayé de retrouver. Je laisse la communication pour ceux qui ça intéresse. Et puis, l'organisation de coopération, l'OCDE, a placé 9 points. Elle vous dit que vous avez 9 points sur lesquels, si vous n'avez pas ces 9 points, vous n'êtes pas un homme du XXIe siècle. Ou une femme. Homme, c'est homme et femme. On ne parle pas uniquement des hommes ici. C'est la lecture de textes, c'est l'utilisation de documents, c'est le calcul, c'est la rédaction, c'est la capacité de raisonnement, c'est la communication orale, c'est l'informatique, c'est le travail en équipe qui nous manque, et surtout la formation continue. Il est vrai que moi, lorsque j'ai commencé mes études médicales, on n'avait ni Internet, ni la photocopieuse, et on avait les livres uniquement, et lorsqu'on écoutait nos maîtres parler, il y avait, lorsqu'on faisait les schémas d'anatomie, il y avait un qui écrivait le texte ou la diction, et quelqu'un qui faisait les schémas d'anatomie. Alors, on a fait encore des enquêtes, et vous allez voir que c'est là où c'est intéressant,
Et ça a été fait en 2013. Et regardez un peu, ils ont utilisé une méthodologie particulière, ce n'est pas la peine que je vous la donne, mais ils ont étudié 166 000 personnes. Ce n'est pas rien du tout. Et ça représente à peu près une population de 724 millions dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Et vous allez être étonnés. Alors, ils ont trouvé, bon ça c'est leur programme, c'est pas la peine que, c'est pas très important. Et comment ils ont fait les méthodes de mesure. Et voilà ce qui est important. Regardez ici le classement des pays avec le niveau de littératie. Et vous voyez ici, en premier vous avez le Japon, la Finlande, les Pays-Bas, et en dessous de la moyenne, tout à fait en bas, parmi les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que nous ne sommes pas classés dedans. C'est les pays développés. Et vous avez l'Italie, qui est en dernier, ensuite l'Espagne, ensuite la France. La France est classée parmi les derniers. Et vous avez le Japon qui est en premier. Pour la numératie, c'est exactement la même chose. Et regardez ici, c'est toujours le Japon qui est en peloton de tête, et vous avez toujours l'Espagne, l'Italie, les États-Unis et la France qui sont derrière. Mais il y a des gens qui font des efforts pour faire un rattrapage. C'est-à-dire que avec le niveau qu'ils ont, ils ont essayé de faire un rattrapage. Et je vous demande de regarder tout à fait en bas l'effort qui a été fait par la Corée. Regardez quel effort elle a fait, et regardez l'effort qu'a fait l'Espagne et l'effort qu'a fait la France. Et ce qu'on a remarqué dans cette littératie, c'est qu'à la fin du secondaire, les jeunes Coréens de 18 ans ont un meilleur niveau de littératie que les étudiants qui ont fini leurs études supérieures en Italie. D'où l'importance des choses. Et c'est pour ça que vous avez Samsung, que vous avez LG, que vous avez Kia. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont un niveau de littératie qui est extrêmement élevé. Donc, posséder des compétences et les développer est important pour réussir, mais faire leur utilisation efficace, c'est-à-dire la compétence dans le lieu du travail, est aussi importante. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une inégalité dans cette littératie. Il y a une inégalité entre les jeunes et entre les vieux. Si je prends mon cas personnel, j'ai ma fille, qui est âgée maintenant, qui a sa petite fille, elle me dit « Papa, je vais te ramener un mail pour te montrer comment utiliser le téléphone. » Le nouveau téléphone, là, parce que moi, je savais uniquement cliquer pour le téléphone. Un mail, elle a 4 ans. Elle jongle avec le téléphone, chose que je ne suis pas capable de faire, donc j'ai un niveau de littératie extrêmement bas dans ce domaine. Donc il y a une différence entre les jeunes et les seniors, pour ne pas dire les vieux. Il y a une différence entre les immigrés et les autochtones. Il y a une différence entre diplômés et non diplômés. Et il y a une différence entre ceux qui ont des parents éduqués et ceux qui n'ont pas de parents éduqués. Et on vous dit qu'il convient, et ça vous allez voir que c'est extrêmement important, il convient de veiller à l'avenir à ce que chaque élève prenne un bon départ à l'école, mais surtout contribuer à faire évoluer les mentalités afin que chacun comprenne que la formation ne s'arrête pas à la fin de la scolarité. Et je le dis aux gars qui étaient avec nous à Beni Messous, la formation, M. Brahim Chaous, ça s'adresse à vous, la formation ne s'arrête pas à la fin de la scolarité. Ça, il faut que vous le reteniez. Min al-Mahdi il al-Lahdi. Alors, puisqu'il fallait avoir un bon départ, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent. Et vous avez vu Dhajjal Akhira qui a été soulevé par l'école. Et il y a eu l'enquête PISA, je pense que tous les journaux en ont parlé. Qu'est-ce que c'est que cette enquête PISA? C'est toujours sous le cadre de l'OCDE. Et ils ont fait une enquête tous les pays. Et vous regardez ici, ce qui est frappant, c'est que l'ensemble des pays de l'Est asiatique sont en premier. Et le premier, c'est Singapour. Et peut-être que vous avez dû voir le problème qui a été soulevé en France avec la franco-marocaine qui était leur ministre, Najat Vallaud Belkacem, qui est partie visiter les écoles de Singapour pour pouvoir s'améliorer parce que la France est classée 26e ici dans les classifications PISA, alors que Singapour est en premier. Un pays qui a été colonisé par la France, qui s'appelle le Vietnam, qui a basculé, donc, qui parle le vietnamien, qui a basculé du français à l'anglais, est classé 8e, alors que la France est classée 26e. Et puis j'ai recherché, l'Algérie, elle a participé. Et vous regardez tout à fait en bas, l'Algérie, elle est avant-dernière, 69e sur 70 dans la classification PISA. Donc nous avons beaucoup d'efforts à faire.
Voici la littératie un peu. Et maintenant, si on dit, est-ce qu'il y a quelque chose l'Algérie, en Algérie, quel est le niveau de littératie? Et j'ai montré une image ici, l'image du beau désert, et je dis que c'est un très beau désert en littératie. Contrairement à l'image qui est à côté, c'est un soleil à 2 heures du matin en Finlande. L'été, c'est l'été boréal. Donc, ils ont le soleil à 2 heures du matin. Nous, on a un désert en littératie. Mais on peut s'améliorer. Il ne faut jamais perdre espoir. Alors, il y a des gens qui vous disent, bon, c'est des pays développés qui ont fait ça, c'est-à-dire c'est l'OCDE, c'est-à-dire les gens qui sont basés sur l'écrit. Or, il y a les peuples de l'oralité. Donc, ça, il faut en tenir compte. Il y a des peuples de l'écrit, c'est les peuples les plus développés, et il y a des peuples intermédiaires entre l'oral et l'écrit, qui font l'oral et l'écrit. Et Jacques Goudy, qui est un monsieur, un Anglais, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur l'anthropologie, qui est resté longtemps au Ghana, vous dit il donne comme exemple de peuple intermédiaire de l'oral et l'écrit la Mauritanie. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Le vol de l'histoire. Et il dit comment l'Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde. The Theft of History. Il a été traduit en 2010. C'est un livre excellent, je l'ai, extraordinairement bien écrit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a parlé de son histoire. Et puis, il a été en contradiction avec Fernand Braudel, qui est un anthropologue connu, qui a beaucoup étudié sur la Méditerranée, qui est resté en Algérie, mais qui fait partie de l'école de Sao Paulo. Donc, lui, il ramène tout à l'Europe, comme Joseph Needham, qui est un Anglais, qui est un sinologue réputé aussi, et puis Norbert Elias aussi, qui a travaillé au Canada. Et ils disent que normalement, lui, ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y avait des éléments qui sont retrouvés dans les autres sociétés, mais à l'état embryonnaire, comme des inventions que l'Europe considère lui-même comme étant des inventions, ce qui est totalement faux. Il y a des pays qui font des inventions. Et vous avez tous entendu parler de Umberto Eco, qui est mort en 2016, et vous dit le but de l'anthropologie culturelle est de démontrer qu'il existait des logiques différentes des logiques occidentales et qui devaient être prises au sérieux et non méprisées et réprimées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on partir de nous-mêmes pour pouvoir progresser. Et ça, c'est les conclusions de Umberto Eco qui ont été publiées dans l'Ouatan au moment de sa mort, du 22 février 2016. Alors, il y a le problème de la langue véhiculaire qui se pose. Nous, en Algérie, on a l'arabe, on a le tamazight, on a le français, il y a un peu l'anglais. Mais on parle le franja. Et le franja, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est Abdelrahman Zeked. Et c'est quoi le franja? C'est un créole, c'est un mélange d'arabe et de français. Et il vous dit, voilà, j'ai entendu en passant par Saïda la chanson d'un chanteur raï. Et il dit, un Touma, Djil 1928, elle a comme dépassé. Hna, Djil 1998, elle a l'avenir. Voilà. Et c'est ça, actuellement, le langage que nous utilisons. Alors je suis parti faire cette conférence avec mes amis marocains. Mais Gali, mais c'est ça. Mais non, au lieu de dire franja, on dit l'arancia. L'arancia arabia, le premier mot de arabia, et la fin de français, c'est-à-dire l'arancia. Et ils font exactement la même chose que nous. Et là, ça m'a fait penser au livre de George Orwell qui a été publié en 1984, qui s'appelle 1984. Je pense que quelques-uns parmi vous ont lu. Il parle de la novlangue, c'est-à-dire une langue indigente. Et lorsque vous avez une langue indigente, vous ne pouvez pas progresser. Il est impossible de progresser avec une langue indigente. La langue est l'imanash mustalahat ntah. Alors, et puis on m'a offert un interne, il a trouvé qu'il a fait un bon stage à Beni Messous, c'est une interne, qui m'a offert ce livre-là, Poésie de la gare, écrit par une Algérienne, et puis elle m'a dit, voilà, c'était des poèmes de Tifinagh, des gens des Touaregs, et puis j'ai projeté ça une fois à Béjaïa, je leur dis, est-ce que vous savez lire? Je vous dis la même chose, est-ce qu'il y a des gens qui savent lire ça? C'est du berbère écrit en Tifinagh. Et j'ai trouvé dans la salle que personne n'était capable de le lire. Alors il y a des gens aussi qui disent que peut-être si on l'avait écrit en caractère latin, elle l'a écrit en caractère latin. Bon, avant qu'elle l'écrive en caractère latin, est-ce que c'est difficile à lire ou pas? C'est certainement difficile, mais regardez, par rapport aux Japonais, c'est aussi compliqué. Mais comment se fait-il que nous
nous sommes classés 69e, et puis le Japon est premier. Et regardez, entre les deux écritures, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de l'humain. Le Japon, en 1884, le Japon était au même niveau que le monde arabo-musulman. Regardez où se trouve actuellement le monde arabo-musulman et regardez où se trouve actuellement le Japon. Alors, je me suis dit, je vais leur projeter le même poème, mais écrit en caractère latin, et puis personne aussi n'a été capable de le lire. Et à ce moment-là, je me dis, je vous dis, parce que je suis provocateur, et je me suis dit peut-être que l'ambassadeur des États-Unis, lorsque le Wikileaks est sorti, il avait dit, et nous on s'était fâchés, il avait dit que les Algériens c'est des analphabètes trilingues. Ils ne savent ni l'arabe, ni le français, ni le kabyle. Dixit, l'ambassadeur des États-Unis, c'est pas Ben Snoussi, je ne fais que répéter. Alors, je me suis dit, est-ce que nous sommes capables de regarder Darja? Et j'ai pris Darja, et il y a des fautes d'orthographe que j'ai soulignées dans le texte. Et puis Darja, c'est un poème de Sidi al-Akhdar ben Khlouf, 16e siècle, qui a participé à la bataille de Mazagran contre les Espagnols, et qui a écrit ce texte, un paginériste sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis regardez la dernière, Qadr al-Halfa, Wad-Doum, Waz-Zara, War-Rabi'. Et lorsque j'ai posé la question aux jeunes étudiants, qu'est-ce que c'est que le Halfa? Ils connaissent un peu, Doum, très peu. Zra, qu'est-ce que c'est? Ou le War-Rabi', ils ne savent pas ce que ça veut lui dire. Et alors je me suis dit que pour ces gens-là, je leur avais sorti un autre poème de Malik ben Nabi, Amatakum min qabli mawtikum al-jahlu wa jarrakum min khiffatin minkum al-jahlu min khiffatin bikum al-jahlu. Pardon, naoud. Amatakum min qabli mawtikum al-jahlu wa jarrakum min khiffatin bikum al-namlu. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi on est comme ça? Et j'ai trouvé un texte de Malik Haddad qui dit, Malik Haddad, un Constantinois, donc proche d'ici, et il dit que l'école coloniale colonise l'âme. Je suis une âme colonisée, moi, personnellement, parce que j'étais dans l'école coloniale. Et il vous dit, chaque fois qu'on fait un bachelier, on fait un français. Et que je suis moins séparé de la Méditerranée, de ma patrie par la Méditerranée, que par la langue française. C'est-à-dire qu'il y a Berzakh Benou ou Ben Bladou lorsqu'il apprend le français. À méditer. Et je reviens à Jacques Goudy. On considère, lorsqu'on étudie nous, on considère qu'il n'y a que la Renaissance qu'en Europe. Ce qui est totalement faux, parce que Jacques Goudy vous dit qu'il y a des renaissances avec S. Et nous, lorsqu'on prend le monde arabo-musulman, à l'époque des Abbassides, et vous avez des gens qui ont fait des traductions, parce que si on veut se développer, il faut faire des traductions des autres langues dans sa langue. Et vous connaissez tous les frères Banu Moussa, Hunayn ibn Ishaq ou Thabit ibn Qurra, qui ont fait les traductions du syriaque, du latin, du grec vers la langue arabe. Et c'est pour ça qu'il y a eu ensuite un développement et la civilisation arabo-musulmane qui s'est développée à telle enseigne que vous aviez l'espagnol qui est écrit en langue arabe et ça s'appelait l'alchamiento. Ensuite, il y a eu les occidentaux qui ont commencé à partir de l'Andalousie de traduire de l'arabe. Il faut pas les croire. Ils vous disent qu'ils sont partis directement de chez les Grecs. C'est totalement faux. Ils sont passés par l'arabe. Et vous avez Gérard de Crébonne qui est réputé, surtout Gerbert d'Auriac qui est devenu Sylvestre II le pape. Gerbert d'Auriac, les gens disent que c'est lui qui a pris le chiffre 0, parce qu'il n'avait pas le 0 avant. Il a pris le chiffre 0 de l'Andalousie, il l'a amené en Europe. Et il y a d'autres qui disent que non, c'est pas lui, c'est Fibonacci qui a pris le chiffre 0 de Bougie à Padoue. Et d'où le mot chiffre qui est devenu ensuite chiffre. C'est uniquement ça. Chiffre, ça veut dire chiffre. Et vous avez surtout Roger Bacon qui a introduit l'empirisme, et Roger Bacon a appris l'arabe, il parlait en arabe aussi, c'est un prêtre. Tout ça, c'est des prêtres, hein. C'est des hommes d'église qui ont traduit. Et Gérard de Cremon s'est inspiré, il a copié directement les livres d'Ibn al-Haytham, Al-Basariyat, l'ophtalmologie, Ibn al-Haytham.
Alors, voilà, j'ai fini un peu pour le truc. Maintenant, vous avez vu une idée d'ensemble de la littératie. Est-ce qu'il y a un problème de littératie dans le monde médical et en médecine? Oui. Et ça s'appelle la health literacy en anglais. C'est le niveau d'alphabétisation dans le domaine de la santé, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable, l'individu, d'interpréter, de comprendre des informations de base reliées à sa santé, aux services de santé dans le domaine. Alors, à ce moment-là, vous allez voir que la situation est encore plus compliquée. Et cette définition, la littératie, les Canadiens l'ont étudiée. Les Canadiens, ils ont trouvé que la littératie en santé, le niveau était beaucoup plus mauvais que la littératie en général. Et regardez ici, 50% de la population canadienne avait un niveau de littératie bas, contre 48% dans la littératie générale, et c'est au Canada, c'est-à-dire le niveau bas, c'est le niveau 3, c'est-à-dire le niveau basique. Donc, dans la santé, la situation est encore plus grave. Et on voit que le niveau de littératie augmente avec le niveau de scolarité, ce qui est tout à fait juste, et que les personnes plus ou moins instruites ont tendance à s'accentuer, le niveau a tendance à faiblir avec l'âge. Et lorsque vous avez un niveau qui est normal à un certain âge, ensuite il baisse si vous n'avez pas fait la littératie, vous n'avez pas travaillé comme on travaille un muscle. Et regardez ici, dans leur enquête, regardez les jeunes et regardez les vieux. Vous avez les vieux qui ont le niveau de littératie le plus bas. Et regardez, lorsqu'on prend le niveau de scolarité, même les universitaires commencent à chuter lorsque vous voyez ici je ne sais pas si vous voyez la flèche ici. Elle marche la flèche? Non, la flèche, elle ne peut pas marcher sur le... Elle marche sur le... Je ne vois pas le tableau, malheureusement. Alors, vous avez le niveau qui chute. Et plus vous avez un niveau de bas, et plus vous avez le niveau qui chute. Alors, les Américains, ils ont fait une étude. Ils ont dit, voilà, on va essayer d'apprécier ce niveau de littératie dans notre population. Et ils ont classé en type très capable, profession, intermédiaire, basique, et c'est en dessous du basique. Et regardez les résultats, ça a été publié dans Up to Date en 2016, et vous avez 30 millions de la population qui est à un niveau au-dessous de la moyenne. Et vous avez 47% qui sont basiques, ça veut dire 77 millions de la population américaine qui n'a pas un bon niveau. Et regardez, il y a uniquement 25 millions qui sont professions, et ce sont ces 25 millions actuellement qui dominent le monde. Très peu nombreux, mais ils dominent le monde. Donc les personnes qui ont un faible niveau de littératie sont beaucoup plus susceptibles d'être hospitalisées parce qu'ils ne se prennent pas en charge correctement. Et les gens qui ont une littératie insuffisante, ils ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Et le niveau faible de littératie en santé est corrélé à une forte incidence des cancers. D'où, M. Louali, tout à l'heure, lorsqu'il a parlé de l'enseignement, vous avez parfaitement raison. Parce que lorsque vous améliorez le niveau de l'enseignement, vous améliorez automatiquement le niveau de santé de la population. Et ça, c'est un point qui est important. Donc, la santé ne concerne pas uniquement le corps médical, la santé concerne l'ensemble des pays du monde. Et c'est pour ça que les gens sont actuellement en train de réfléchir ensemble sur la scolarisation et sont en train de réfléchir ensemble sur la santé parce que ce sont deux pôles stratégiques dans l'évolution du XXIe siècle. Donc ça, c'est pas la peine, c'est pour vous dire que le niveau de littératie s'aggrave et puis ils ne sont même pas capables de comprendre le message que vous leur donnez. Vous avez vu les médecins, lorsque vous êtes à l'hôpital, il y a un monsieur qui vous aborde et vous dit où est-ce que se trouve le service de radiologie. Vous lui dites allez, vous prenez, vous montez premier étage et puis il part, il retrouve quelqu'un d'autre et lui demande la question. Il lui repose la même question, alors vous êtes vexé. Comment se fait-il? Il ne m'a pas cru. Or, ce n'est pas du tout ça. Il n'a pas compris. Et il n'a pas osé vous demander de répéter pour qu'il puisse se diriger. À ce moment-là, il redemande à quelqu'un d'autre. Et je pense que vous avez tous vécu ça. Donc, il faut faire attention à ça parce que les gens n'ont pas le niveau de littératie suffisant pour comprendre.
Alors, et en plus de ça, le problème qui se pose, c'est que lorsque vous ne savez pas lire et puis tout est écrit, vous ne pouvez pas comprendre. À ce moment-là, il faut qu'il y ait des gens qui vous parlent. Et heureusement que nous avons chez nous encore la tradition orale qui permet de sauver la situation. Il y a des gens qui ne sont même pas capables de trouver, comme je viens de le dire, leur chemin dans un sphère particulier. Mais on s'est rendu compte aussi que la littératie médicale, lorsque vous vous adressez aux gens, ils n'arrivent même pas à comprendre ce que vous dites parce que vous utilisez souvent un jargon qui n'est pas le leur. Et l'analphabétisme renforce cette situation et il y a une inégalité extrêmement importante entre ceux qui sont scolarisés et ceux qui ne sont pas scolarisés et surtout, lorsque la langue maternelle est différente de la langue véhiculaire. Et on nous reproche, nous, ça, les médecins, c'est vrai. Nous ne sommes pas capables de transmettre les messages simples pour les patients, que ce soit en arabe dialectal ou en arabe classique ou en berbère. Donc, ce qui fait que souvent on utilise des mots qui ne sont pas justes. Et à ce moment-là, on se retrouve en plein désarroi. Nous avons intérêt peut-être à reprendre cette situation pour qu'il y ait la fameuse communication dont vous avez parlé. Il faut savoir communiquer et en quelle langue. Mais nous, on ne perçoit pas du tout. Il y a à peu près, on ne perçoit que dans 20% de cas que la personne que vous avez en face de vous est un ignorant. C'est facile. Vous prenez une feuille et vous commencez à lire. À lire avec. La personne qui a l'habitude de lire, elle regarde la feuille. Mais la personne qui ne sait pas lire vous regarde à vous parce qu'elle ne saisit pas l'importance du document. Ça, c'est un point important et c'est comme ça que vous pouvez repérer une personne qui sait lire et une personne qui ne sait pas lire uniquement par ce petit geste-là. Alors, comment faire? Et je vais bientôt terminer. Il faut éviter les mots techniques, bien entendu. Vous n'allez pas lui dire, monsieur, vous avez un infarctus du myocarde antérolatéral. Il faut lui expliquer. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va comprendre. Donc, il faut mieux écrire et écrire en grand. Et vous connaissez tous l'écriture. Regardez une grève des médecins avec l'ordonnance. Oh, c'est dommage parce que d'habitude, l'écran est par là. Lorsque l'ordonnance, et vous avez l'ordonnance de ces médecins. Donc, la pancarte n'est pas lue par le public. Alors, comment faire? Il faut donc téléphoner. Et je pense que le téléphone, pour nous, ça a été un élément important dans l'apport. Parce qu'on se parle au téléphone et ça fait partie, si vous voulez, de nos traditions, la tradition orale. Il faut être doux, avoir un visage gentil et être souriant et être surtout psychologique. Chose que nous n'avons pas gamme fine. C'est un travers que nous avons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous passez dans la rue, il n'y a pas quelqu'un qui soit souriant. Pourquoi on est comme ça? Monsieur Louali, pourquoi on est comme ça? Donc rien ne vaut l'expérience directe en consultation. Faites l'exercice de lire une fiche diététique, par exemple, sur un papier et expliquez au patient. Et on vous dit, voilà comment vous devez vous comporter avec les malades. Il faut ralentir le début, à parler lentement, éviter le jargon médical parce qu'ils ne vont pas vous comprendre, montrer et dessiner des illustrations, limiter le nombre d'informations à une ou deux informations. Vous n'allez pas lui passer plusieurs messages. Lorsque M. Louali a parlé tout à l'heure, il nous a parlé de plusieurs messages. Mais s'il devait s'adresser à un public qui n'a pas le niveau des médecins, il doit donner un seul message pour que le message passe. Parce que si vous passez plusieurs messages en même temps, ça ne passe pas. Donc il faut faire attention à ça, surtout dans le domaine médical. Alors il faut faire répéter par le patient ce que vous avez dit. Et à ce moment-là, vous allez voir que les gens ne comprennent pas. Et je me souviens, en 1968, j'étais externe chez le professeur Martini à Parnay. Il était à Parnay, pas à Douala, il était à Parnay avant. Et puis il me dit, en rigolant, regarde, il y avait un monsieur qui est venu avec une attaché-caisse et une cravate, c'est-à-dire qu'il avait un niveau. Et il a dit, monsieur, je vous ramène mon fils parce qu'il a un testicule en Éthiopie. Je vous assure. Au lieu de dire ectopie, il a compris un testicule en Éthiopie. Donc vous voyez, c'est quand même différent.
Ça, je l'ai vécu personnellement. Donc, répétez les choses. Parce que si le médecin l'avait vu et il aurait dû lui dire testicule en ectopie, pas en Éthiopie. À ce moment-là, il aurait retenu ectopie. Parce que les gens ne connaissent pas le domaine. Si vous allez parler, vous, avec un cadre de la nation qui est sorti de l'ENA, il vous donne de leur jargon, vous n'allez pas comprendre. Ce n'est pas votre métier. Alors regardez en Algérie, qu'est-ce qui se passe? Voilà le patient. Le dialogue en franja, un patient, il dit رحت للطبيب قلبني دار لي البيلا طلب لي سكانر عطى لي الكاشيات نشربهم à vie. C'est probablement un diabétique. Et alors le médecin, tout content de lui, raconte quelques anecdotes comme celle que je viens de vous raconter sur le testicule en Éthiopie, en disant que c'est lui le meilleur. Et puis il vous dit l'essentiel c'est qu'on puisse se comprendre. Mais la question qui se pose, est-ce qu'ils se sont véritablement compris? Ce n'est pas vrai. Ils ne se sont pas du tout compris. Et alors, les gens ont fait des enquêtes là-dessus. Ils ont démontré encore une fois que 50% de la population canadienne n'avait pas un niveau de littératie suffisant pour comprendre le message que vous leur donnez. Donc vous voyez que la situation, elle est sérieuse. Ce n'est pas un problème. Vous avez beau avoir beaucoup de connaissances, si vous ne savez pas les transmettre, ces connaissances ne servent strictement à rien. D'où la compétence, c'est-à-dire, et dans la compétence, vous avez le savoir-faire et le savoir-être. Et alors à ce moment-là, lorsque on a fait aussi une enquête pour le groupe des gens qui ont compris le message et le groupe de gens qui n'ont pas compris. Et regardez en bas, écrit en rouge, ceux qui n'ont pas une compréhension appropriée, c'est 32% utilisent le traitement de manière inappropriée. Et moi qui fais les consultations jusqu'à maintenant, je leur explique pour les corticoïdes de les prendre un jour sur deux et vous voyez le malade qui revient 4 mois après et qui a pris les corticoïdes tous les jours. Et il vient avec un fasciculochingoïde, avec intoxication corticoïde. Ça veut dire que je n'ai pas passé le message suffisamment, correctement. Et regardez, 32% sont observants, 33% se souviennent correctement de l'erreur, et 21% sont satisfaits parce qu'ils ont l'impression que le médecin leur a passé le message. D'où l'importance de réévaluer. Qu'est-ce que vous avez passé? À la fin, il faut dire, est-ce que vous avez compris? Et attention à l'oubli. Et le muscle, souvenez-vous du muscle, répétez. Alors maintenant, puisque j'ai fini en conclusion, je vais vous dire, est-ce que vous avez un bon niveau de littératie? Puisqu'on est, comme l'a dit M. Louali, Bled Bachir Brahimi. Et vous avez ici la pyramide de la prière de Honda Koichi, qui est un japonais, encore une fois, et qui est un grand calligraphe de l'arabe. Et regardez ce qu'il a écrit, vous avez sa photo, et vous avez la pyramide. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Aya Qur'aniya. Que Ahmed Sukarno a voulu inscrire dans le fronton de l'ONU. Il a dit, voilà, Betchin, où est-ce qu'elle est? Vous avez retrouvé ou pas? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum shu'uban wa qaba'ila. Alors ça veut dire que l'image a un sens. Et puis j'ai pris l'autre image. Vous reconnaissez l'image ici? C'est une calligraphie arabe faite par Hicham Shadjaï, c'est un franco-marocain. Mais lorsque vous voyez, vous ne savez pas ce qu'il y a décrit. Il y a l'image, vous reconnaissez le portrait, Che Guevara, mais vous ne savez pas ce qu'il a écrit. Ça veut dire qu'il a fait uniquement un truc qui n'a pas de sens. Mais l'effigie de Che Guevara, vous la connaissez. Alors je me suis dit que si je continue comme ça, je vais être comme ce monsieur et le